Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, Haïti la courageuse. Une semaine après le passage de Matthew, l'île en partie dévastée a commencé sa reconstruction, mais une autre menace guette, une épidémie de choléra fortement redoutée. L'opposition vénézuélienne obtiendra-t-elle son référendum révocatoire pour faire chuter le président Nicolas Maduro? Certains n'y croient plus et ils ont décidé de partir direction l'Espagne notamment, vous verrez. Et puis ces sorties obscènes sur les femmes lui ont coûté de nombreux soutiens, des figures républicaines comme Paul Ryan aux femmes les plus convaincues. Le 8 novembre prochain, une partie de l'électorat féminin pourtant acquis à Donald Trump déposera un bulletin Clinton dans l'urne. Des images, tout d'abord pour commencer, celle d'une île dévastée par les éléments. Haïti a payé le plus lourd tribut après le passage de Matthew, des centaines de morts, des villages réduits, vous le voyez, à néant, et désormais des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans abri. On en parle avec vous, Isabelle Mouniaman-Nara, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe des opérations pour Médecins Sans Frontières. On dénombre à l'heure actuelle 175 000 sinistrés en Haïti. Quelle est la priorité? Leur donner un toit, de la nourriture, de l'eau? En fin de compte, c'est les trois. Hein. C'est vraiment le toit, de la nourriture, de l'eau potable. Avoir un accès aussi aux soins, donc reconstruire les structures de santé qui ont été détruites lors du cyclone. Voilà, puisqu'au risque de famine s'ajoute aussi la menace d'épidémie. Vous le savez, le choléra, déjà présent sur l'île, pourrait faire dans les jours qui arrivent de nouvelles victimes. L'OMS a déjà fait livrer aux autorités 1 million de doses de vaccins. Le risque de recrudescence est jugé sur place très élevé. Reportage de nos confrères de France 2. Jérémy a les allures d'une ville en guerre. Ici, beaucoup de constructions n'ont pas résisté à l'ouragan. Des églises, des écoles et même des hôpitaux. Nous sommes dans le centre de traitement des malades du choléra, une bâtisse de fortune. À l'intérieur, nous sommes témoins d'une scène terrifiante. Ces enfants, parfois des nourrissons, sont en état d'épuisement. Jean Gaspard est à bout de force. Il n'a que 4 ans. En général, il donne des signes de déshydratation. Et là, on voit bien que cet enfant est totalement déshydraté. Lui, il est même dans le 3e stade puisqu'il a les yeux enfoncés. Si la maladie ne cesse de gagner du terrain, c'est parce que beaucoup ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Un phénomène encore plus prononcé lorsque les eaux ont été charriées dans ces rues où les détritus s'amoncellent. Alors, après chaque catastrophe, les eaux sales deviennent un véritable poison. Un nouveau cas vient d'arriver au dispensaire. Elle s'appelle Sarah et présente les premiers symptômes. Sarah n'a pas encore 2 ans et c'est en faisant une chute au sol qu'elle a ingéré de l'eau souillée. Quand il y a autant de pluie, ça lessive les sols, ça charrie les déchets et même quand on leur dit « ne faites pas vos besoins n'importe où, par terre, dans les rivières », eh bien ils le font quand même. Nous sommes ici dans l'un des hôpitaux qui est censé être les mieux équipés d'Haïti, mais vous le voyez, certains bâtiments sont en état de délabrement total. C'est comme cela que toute l'année, les médecins d'Haïti travaillent. Depuis la tempête, les conditions de soins et de traitement n'ont fait qu'empirer. Isabelle Mouniaman-Nara, on a vu ces images terribles, ce risque qui est une menace réelle aujourd'hui. L'OMS évoque un nombre assez bas de cas confirmés pour le moment. Comment Médecins Sans Frontières appréhende-t-il ce risque d'épidémie ? Alors, il faut savoir que nous, on est positionné à Haïti depuis très longtemps. On a des programmes réguliers et on répond aux urgences. Donc, on a des équipes qui sont prêtes sur place avec des stocks pour répondre au pic qui va arriver de toute manière et qui arrive. On s'y attend clairement, là. On s'y attend. Et traditionnellement, de toute manière, on est en pleine période. Avec ou sans cyclone, on sait qu'il va y avoir des cas de choléra sur Haïti. Donc, on a déjà des équipes qui sont dans le sud, à Jérémy, comme on a vu. Et on va renforcer la prise en charge des éventuels cas de choléra dans le sud, mais aussi dans le nord. Il ne faut pas oublier, même si le nord a été moins touché, traditionnellement, c'est là où il y a le plus de transmission. Puisque le choléra a fait son apparition sur l'île 10 mois après le tremblement de terre de 2010, la bactérie, elle n'a jamais disparu de l'île. Et vous me disiez tout à l'heure, maintenant, la priorité, c'est de reconstruire notamment les centres hospitaliers pour traiter les
probable prochaine personne malade. Hein. Comme on l'a vu dans le reportage, l'hôpital, on voit qu'il est en très mauvais état et donc il faut reconstruire aussi tous les centres de santé et les centres qui sont capables de prendre en charge ces cas qui ont été fortement touchés par le cyclone. Donc ça demande effectivement un effort extrêmement important de tout le monde. Hein, mais effectivement, nous, on est à pied d'œuvre. On commence déjà à faire des donations de tentes, de lits, des lits particuliers pour le choléra et à reconstruire certains centres. Ouais. Je parle à l'instant du tremblement de terre de 2010, c'était il n'y a pas si longtemps. Quand on parle d'Haïti, souvent maintenant on parle de courage, on parle de la capacité de résilience des Haïtiens. On les a vus déjà à l'œuvre en train de reconstruire, ça paraît complètement fou. Ben oui, mais c'est toute la force aussi de la population haïtienne qui malheureusement est aussi habituée à ces cyclones qui sont réguliers tous les ans à la période cyclonique. Il y a soit de la tempête, soit des cyclones. Donc ils ont vraiment l'habitude oui, et c'est indispensable pour eux pour pouvoir s'en sortir. Vous vous rendez régulièrement en Haïti fait, avec Médecins sans frontières. Comment ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent aider ? En faisant des dons, on n'a pas fait d'appel aux dons pour l'instant en tout cas, mais effectivement en apportant le soutien. Vous savez, Médecins sans frontières, nos opérations, elles sont faites aussi de la générosité publique. Donc continuez aussi à apporter votre soutien régulièrement à Médecins sans frontières, sur Haïti puis sur d'autres missions évidemment. Mais là plus particulièrement sur la situation d'Haïti. Voilà, aujourd'hui une priorité. Merci beaucoup Isabelle Munyamondara d'avoir été notre invitée du jour. L'opposition vénézuélienne mobilise, elle, à nouveau cette semaine ses soutiens pour tenter d'obtenir, vous le savez, un référendum révocatoire du président Nicolás Maduro et ce avant janvier. Vous le savez, le pays il traverse une période critique. À la crise économique s'ajoute maintenant une crise sociale, humanitaire, très rude. Certains Vénézuéliens ont donc décidé de ne pas attendre l'arrivée éventuelle d'un nouveau pouvoir. Ils préfèrent fuir à l'étranger, notamment en Espagne, comme a pu le constater notre correspondante à Madrid, Valérie Labonne. Reportage. Dans ce restaurant de la banlieue de Madrid, José Luis n'est pas un serveur comme un autre. Je suis arrivé il y a un peu moins d'un mois et j'aide un peu ma sœur parce que son bar est toujours plein. José Luis a quitté le Venezuela, laissant sa femme et ses 2 enfants sur place. Membre d'une coopérative de transport public, il a fui son pays après avoir échappé à une tentative d'assassinat. J'étais dans ma voiture et j'ai regardé dans le rétroviseur. Il y avait un motard armé qui me poursuivait. Il a commencé à tirer. Je me suis dit, il va me tuer. J'ai accéléré comme j'ai pu et je me suis enfui. Sa faute, avoir refusé de participer à des opérations de blocage organisées par le gouvernement. Il lui a fallu plus de 6 mois pour réunir l'argent et rejoindre sa sœur en Espagne. C'est avec l'aide de Luis Eduardo, membre actif de l'opposition, arrivé en 2011, que d'autres comme José Luis sont entrés en Espagne. Chaque jour, des dizaines de Vénézuéliens fraîchement arrivés ou sur le départ le contactent via les réseaux sociaux pour lui demander conseil. Regarde tous ces messages. Ce sont des Vénézuéliens qui me demandent de l'aide. Celui-là, par exemple, il vient juste d'arriver et veut des renseignements parce qu'il a demandé l'asile. Luis Eduardo a vu la situation changer depuis 18 mois. Traditionnellement peu enclins à l'émigration, ce sont des Vénézuéliens de toutes les catégories sociales qui arrivent chaque jour. En 2015, ils ont été plus de 20 000, c'est 2 fois plus que l'année précédente. Ils vont continuer à arriver, et de plus en plus, parce que les gens n'ont pas le choix. Soit ils tentent de quitter leur pays, soit ils meurent de faim au Venezuela, soit ils meurent faute de soins car le système sanitaire est exsangue, ou ils mourront sous les balles des délinquants. Pour faire face à cette arrivée massive, la solidarité s'organise au sein de la communauté vénézuélienne de Madrid. Nous venons de faire une collecte de vêtements pour venir en aide à toutes les familles de Vénézuéliens qui viennent d'arriver et qui sont sans ressources alors que l'hiver arrive. Après un énième rebondissement dans la crise politique et sociale que connaît leur pays natal, ils espèrent qu'une solution pacifiée sera trouvée au plus vite. Allez, on parle maintenant et comme chaque semaine de l'élection qui tient l'Amérique en haleine. C'est l'heure tout de suite de la Minute US. Et une semaine difficile pour Donald Trump après la diffusion d'une vidéo accablante. Le candidat républicain a perdu de nombreux soutiens. Le président de la Chambre des représentants, le très respecté Paul Ryan, ne fera désormais plus campagne à ses côtés. D'autres figures du parti ont fait ces derniers jours un choix semblable. Le milliardaire qui a beau s'être excusé apparaît de plus en plus isolé au sein du Grand Old Party. Ses propos
obscènes sur les femmes, enregistrées à son insu, ont choqué l'Amérique notamment. Et c'est une nouveauté des républicaines convaincues. Le jour J, ces femmes blessées voteront pour Hillary Clinton. Reportage de notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Malgré les controverses, les propos misogynes et la publication de vidéos accablantes, elle continue de le soutenir et d'encourager tout le monde à en faire de même. Elles, ce sont les femmes pour Donald Trump, des volontaires à travers le pays. Elles investissent de leur temps, de leur argent, dans une cause à laquelle elles se disent complètement dévouées. À quelques centaines de kilomètres de là, à Washington DC, le même camp, mais pas le même candidat. Ces républicaines sont unies par le rejet de celui qui représente pourtant leur parti. La trajectoire fulgurante de Donald Trump les a prises de court. Nous n'avons pas fait assez d'efforts pour l'empêcher d'obtenir la nomination. Elles sont conservatrices et elles accusent le milliardaire de trahir leurs valeurs. Ces républicaines voteront pour Hillary Clinton, mais elles promettent que tout cela ne durera que le temps d'une élection. Nous ne sommes pas des républicaines en train de devenir des démocrates. Nous ne sommes pas des républicaines contre Trump. Nous gardons nos valeurs républicaines et nos idées politiques dont nous estimons qu'elles sont les meilleures. Une partie de l'électorat féminin a effectivement tourné le dos à Donald Trump, mais ne se rallie pas automatiquement à Hillary Clinton pour autant. La démocrate a du mal à susciter l'enthousiasme, parfois au sein même de son propre camp. Je n'aime pas tout chez elle, mais quel candidat est parfait? Je ne pense pas qu'elle soit diabolique, tandis que Donald Trump me fait peur. Entre un candidat souvent taxé d'être misogyne et une ancienne secrétaire d'État qui n'emballe pas les foules, celles qui restent indécises à ce stade choisiront peut-être l'abstention. L'élection présidentielle qui inspire les Américains. Fête d'Halloween oblige. Elle aura lieu pour rappel le 31 octobre prochain. Eh bien, on redouble d'imagination outre-Atlantique. Des concours en tout genre sont organisés autour de la citrouille. Ici, vous le voyez en Floride, une compétition aquatique de décoration. Et ce duo mythique, duo star du moment, évidemment le couple Trump-Clinton, côte à côte au fond de l'océan, en attendant de savoir qui le 8 novembre prochain aura ou non pris l'eau. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos.